Et je pense que la différenciation future de l'assurance ne va pas passer par l'innovation produit d'assurance, parce qu'au bout d'un moment, c'est commoditisé, tu peux pas inventer des nouvelles choses, mais par la qualité du service que tu fais pour tes clients. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec la société Cena, la plateforme assurantielle et technologique pour les courtiers en assurance. Cena a la particularité de combiner sur une seule et même plateforme une capacité de portage de risque et toute une suite d'outils SaaS à destination des courtiers. Ces opérations couvrent le marché français et au-delà, elle a déjà lancé des programmes à l'international, notamment en Espagne, Allemagne ou encore en Pologne. Il existe de nombreux exemples de la manière dont les solutions SaaS, les logiciels, permettent de repenser les services financiers. Aujourd'hui, nous nous demandons dans quelle mesure le SaaS, le logiciel, peut transformer en particulier le secteur de l'assurance. Pour cela, je suis ravi de pouvoir échanger avec Steven Le Guillon, CEO de Cena, qui va nous éclairer aujourd'hui sur ce qu'est une solution logicielle à destination des courtiers. Il nous détaillera aussi les enjeux auxquels cette tendance fait écho dans l'assurance et comment la technologie bénéficie aux acteurs traditionnels de la distribution d'assurance. Dans un second épisode, nous échangerons plus particulièrement sur l'offre de Cena, sa différenciation en termes de technologie et surtout le ROI réalisé par ses clients. Je vous mets évidemment le lien vers le profil LinkedIn de la société Cena dans les commentaires du podcast si vous souhaitez en apprendre plus sur leurs solutions. Bonne écoute! Salut Steven, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaissaient pas déjà? L'idée est d'avoir un aperçu à la fois de ton parcours et tes fonctions actuelles chez Cena pour éclairer ce que tu pourras nous partager ensuite sur la thématique du jour, à savoir la technologie au service des courtiers. Écoute, je m'appelle Steven Le Guillon, je suis CEO de Cena. Moi, j'ai un parcours d'entrepreneur dans la technologie. En fait, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. J'ai monté ma toute première boîte quand j'avais 18 ans en Angleterre. J'ai monté une société qui s'appelait Appetize.com, qui était une des premières plateformes de commande de livraison de resto à domicile. Et après, j'ai fait d'autres sociétés, mais toujours des plateformes techno et software, 3 dans le domaine de la food tech et ensuite Cena. J'ai toujours eu une passion pour comment la technologie pouvait aider des industries existantes à opérer différemment, opérer plus efficacement, voire se moderniser. Il y a quelques années, j'ai changé d'industrie pour venir dans l'assurance. Je l'ai pas fait seul. L'idée de vraiment mettre 3 types de compétences plutôt complémentaires ensemble pour une industrie. Donc la première compétence qui va être la compétence métier assurantiel. La deuxième qui est la compétence de développement d'une entreprise type start-up puis scale-up. Donc comment arriver à les monter, les financer et les gérer et gérer cette croissance. Et le troisième sont les compétences software, les compétences technologiques. Donc on est associé avec Guillaume Font, notre CTO, et toute une équipe tech maintenant. C'est vrai que quand on pense InsurTech, on pense immédiatement à la distribution d'assurance. Pour rappel, les 2/3 des startups créées ces 10 dernières années se sont développées sur cette partie de la chaîne de valeur. Mais ça n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg, puisque la technologie, comme tu l'as évoqué, a un impact bien au-delà de la distribution. Et Cena en est d'ailleurs un exemple emblématique. Du coup, comment toi, tu résumerais les enjeux des courtiers aujourd'hui et évidemment la possibilité de les adresser grâce à la technologie, justement? Quels sont les enjeux quand tu es un courtier et que tu fais de la distribution? Un premier enjeu, c'est j'ai besoin d'avoir le bon produit au bon moment par rapport au marché. J'ai la connaissance de mon marché, j'ai la connaissance de mes clients, j'ai la connaissance de mes concurrents, le marché bouge, le marché change. Et quand j'ai mon produit d'assurance, mais que le marché a changé ou que les attentes de mes clients ont changé, en fait, j'ai besoin d'itérer sur ce produit. Et une des difficultés, c'est d'avoir connecté à mon activité l'assureur et le porteur qui va pouvoir me faire une version 2, une version 3, une version 4 de mon produit d'assurance rapidement. Pour que je puisse avoir une nouvelle version de mon produit d'assurance rapidement, j'ai besoin d'apporter toute la data et ma compréhension à mon assureur. Parce que si je vais juste le voir avec mon beau sourire et je lui dis « Tiens, j'ai besoin de modifier », les choses, il va me dire écoute, pas de problème, donne-moi un cycle de 18 mois et apporte-moi toute la data et laisse-moi analyser et on verra. Et en fait, derrière, il ne se passe rien. Or, quand tu travailles dans l'écosystème Cena, en fait, comme les systèmes sont connectés,
L'assureur a directement accès à la situation, peut te créer une nouvelle version parce que tout est dans cette même technologie. Et tout de suite, cette nouvelle version est connectée à tes outils de souscription et tu te mets à la vendre. C'est pas instantané, mais sous 3 mois, sous 4 mois, ce qui est très rapide en assurance, tu peux commencer à avoir une nouvelle version, une deuxième version, une troisième version. Donc ça, c'est le premier enjeu dont je voulais parler aujourd'hui, qui est je suis distributeur, j'ai finalement besoin d'agilité autour de mes produits d'assurance. Comment je fais? Et le deuxième, c'est pour arriver à faire un succès en courtage, il faut bien sûr le produit qui est pertinent par rapport aux attentes clients et au bon prix. Mais si tu as le super produit d'assurance, mais l'expérience client que tu arrives à proposer en souscription est mauvaise, tu peux avoir le meilleur prix, enfin le prix le plus bas et les meilleures garanties, tu vas quand même pas faire de newbies. Et de la même manière, si tu t'embêtes à investir en acquisition client, mais ton expérience client post-achat, la gestion de la vie du contrat, les avenants et la gestion du sinistre est mauvaise, tu as du churn. Or, un business de courtage, c'est aussi retenir ses clients, voire faire du cross-sell au bout d'un moment. Et pour pouvoir avoir un bon taux de conversion, une bonne expérience client et peu de churn, au final, il faut le bon outillage. Et on a vu ces 5, 6, voire 10 dernières années, des insurtechs se lancer sur le modèle direct-to-consumer, donc les modèles de néo-courtiers qui sont très bons en expérience client et qui arrivent à le faire. Et ils ont réussi à faire d'extraordinaires expériences clients. Mais c'est un métier, c'est très dur à faire ça. C'est très dur de créer une bonne expérience client. Et ça coûte très cher. C'est pour ça que Sena a investi dans les outils comme Senacell, qui est un outil pour créer des parcours de souscription et avoir les back-office en souscription pour gérer tes opportunités, pour gérer tes devis, et Sena Policy Management, la gestion des polices, etc. On a investi pour mettre dans les mains le bon outillage pour justement ce deuxième enjeu pour les courtiers, qui est j'ai mon bon produit, mais maintenant il faut que j'arrive à correctement le vendre et correctement retenir mes clients, et il me faut le bon outillage pour le faire. Et le troisième qu'on constate, c'est une question de marge. Le challenge de marge chez les courtiers, il peut se résumer sur combien de commissions sur la vie du client j'arrive à avoir par rapport à combien ça me coûte de faire l'acquisition de ce client. Mes ratios entre coût d'acquisition client et lifetime value de chacun de mes clients. Et après, d'un point de vue assureur, c'est le résultat technique par rapport à mes frais et mon coût d'acquisition, même si c'est de la vente distribuée. Et in fine, en assurance, globalement, il y a un problème de marge et de rentabilité. Quelles sont les options qui sont à disposition de cette industrie aujourd'hui? Augmenter les tarifs TTC, c'est dur. On est dans une industrie qui a été très commoditisée et il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc, on peut pas tout simplement augmenter tous les prix en assurance de 30% pour dire c'est bon, maintenant tous les acteurs professionnels, on a assez d'argent. C'est juste, ça va pas marcher. Réduire les dépenses d'acquisition client, on aimerait bien, mais in fine, il faut quand même faire du marketing si on veut faire de l'acquisition client. Nous, une option qu'on a identifiée, c'est d'apporter plus d'automatisation dans la chaîne de valeur. Donc, il y a moins de tâches manuelles pour apporter plus d'automatisation tant pour les porteurs de risques que pour les courtiers. Là, je suis vraiment en train de parler dans le monde où on vend avec des courtiers. En fait, il faut qu'il y ait plus de flux automatisés entre les différents acteurs. Hyper intéressant cet enjeu de l'automatisation. Et la technologie n'est évidemment qu'un moyen, on le répète jamais assez, surtout dans le monde actuel, que tu as rappelé du côté métier, mais qui existe aussi, et je le souligne, dans le marché de l'investissement. Dans ce contexte, donc, et alors que toute une génération de startups a prédit la disparition des courtiers, avec la distribution 100% digitale en ligne, comment tu vois, toi, la place de l'humain pour un acteur comme Sena qui développe des solutions logicielles justement au service des courtiers? Sena a fait le pari sur le courtage. Nos clients sont les courtiers. L'immense valeur ajoutée des courtiers, c'est qu'ils connaissent les clients. Ils connaissent leurs problématiques. Leur valeur ajoutée, c'est de s'occuper de ses clients. Donc, c'est dans l'humain. Donc, Sena, finalement, fait le pari sur l'humain en assurance, mais l'humain au bon endroit. Et donc, l'humain en assurance, c'est être au téléphone avec son client pour lui donner les bonnes explications lors de sa souscription, pour le mettre en confiance et in fine vraiment faire le bon devoir de conseil. Mais ça, si tu le fais sans le bon outillage, ça te coûte une fortune. Si tu parles aux prospects qui ne sont pas qualifiés, si à chaque fois que tu lui parles, tu dois lui reposer toutes ces questions sur qui il est, quel est son besoin, tu t'en sors pas d'un point de vue coût d'acquisition client. De la même manière, l'humain, il ne sert pas à grand chose sur un contrôle LCBFT. Il faut que la machine fasse le contrôle LCBFT. L'humain derrière en compliance, il rentre quand il y a une alerte et quand il y a une vraie décision à prendre
fine autour de est-ce qu'on doit prendre un risque sur cette personne-là. La manière dont on construit notre plateforme technologique a une notion de donner tout l'outillage pour que le courtier puisse être outillé pour in fine être en face de leurs clients au bon moment. L'expérience qu'ils veulent pouvoir créer pour leurs clients, c'est une expérience où le client peut donner ses informations, voir des propositions, et où l'agent qui est derrière peut accompagner d'un point de vue omnicanal, il peut appeler son client à n'importe quel moment, il peut interagir et faire revenir le client dans le parcours exactement là où il s'était arrêté. Donc en fait, c'est une expérience de vente très digitale, mais accompagnée pas par un humain. Deuxième, illustration de l'humain, c'est dans l'écosystème technologique de Sénat, c'est la tech qui permet à l'équipe actuariat de Sénat de travailler, mais in fine, c'est l'équipe actuariat qui arrive à prendre les bonnes décisions. C'est pas encore les machines qui prennent les décisions de est-ce qu'on doit changer les garanties, modifier les prix ou pas. Mais aujourd'hui, on est en mesure d'absorber toutes les datas des contrats, des paiements, des quittances, des sinistres, etc. Et tous nos produits sont paramétrés avec aussi des alertes et des courbes d'atteinte de rentabilité, etc. Et où notre équipe actuariat peut maintenant aujourd'hui venir avoir de l'information et juste prendre des décisions. Et ça, c'est la valeur ajoutée. J'ai un autre exemple, l'audit en assurance. On s'est fait de manière traditionnelle, c'est un peu hallucinant. C'est une fois par an, j'exagère, dans certains cas, c'est une fois tous les 3 ans ou tous les 6 ans selon les types de risques. J'envoie une équipe chez mon client courtier, je le mets à l'arrêt grosso modo pendant 2 semaines pour tout vérifier et ensuite je fais mon analyse et je lui envoie un PDF en disant voici ce qui est bien, voici ce qui est pas bien et à dans 3 ans. Donc on a demandé aux gens très qualifiés en audit d'aller vérifier chaque truc à la mano. On a créé une expérience client pour le courtier qui in fine est très mauvaise, c'est le flicage au pire moment. Et donc en fait ce qu'on s'est dit nous c'est ok, comment on peut améliorer cette expérience tant pour le courtier que pour les auditeurs, comment on rend notre équipe audit un peu super auditeur. On a mis ça dans notre plateforme. Donc concrètement, quand un courtier travaille avec Sénat, il a un espace dans son back-office où il est sollicité au bon endroit pour donner des informations aux auditeurs, mais c'est un peu en flux continu sans casser ton business. L'audit peut récupérer ces informations directement depuis la partie plus admin de Sénat avec beaucoup d'automatisation pour savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien et les points à noter, font leur analyse et ensuite la vaste majorité du temps de notre équipe audit, c'est dans l'accompagnement du courtier, mais l'accompagnement pas juste je te fais une reco, mais je bosse avec toi pour t'aider à améliorer ton business. Et en fait, tu changes complètement les dynamiques. Tu vois que l'auditeur, il se transforme quasiment dans un rôle de conseil que dans un rôle de contrôle. Et c'est la machine qui fait beaucoup de contrôle. Et du coup, vous qui opérez sur plusieurs lignes de métier, vous avez démarré sur les marchés IARD et vous êtes ensuite lancé dans la santé. Est-ce que les enjeux sont les mêmes pour ces différents marchés? Et surtout, est-ce que tu vois des bonnes pratiques répliquées ou à minima réplicables d'un vertical à l'autre où finalement peu de choses sont utiles entre les différentes lignes de métier? En fait, c'était une question qu'on avait il y a 2 ans. Parce que dans notre série A, il y avait on va ouvrir la santé, on va prouver que ça marche. Prouver que ça fonctionne sans être siloté. Donc avec le même écosystème technologique, avec le même type d'équipe. Donc on a prouvé que oui, c'est la même techno, c'est la même plateforme. Je pense que c'est grâce à l'équipe Sénat qui, dès le début de la conception de notre écosystème technologique et notre écosystème assurance, pensait déjà multi-produits, multi-vertical. Typiquement, notre système de data en interne est en mesure d'absorber tous les schémas de data très différents les uns des autres selon les produits d'assurance. Chez Sénat, chaque courtier a son propre produit. On n'a pas une ligne de produits et tu as toujours le même. Chaque courtier, pour chacun de ses business, a son propre produit qui est sur mesure, donc avec des schémas de données très différents les uns des autres. Mais par contre, notre techno est capable d'absorber toutes ces données, donc elles ont toutes des tronches différentes, les transformer et les mettre dans un système data avec un schéma homogène. Et ensuite que nos outils de BI et nos outils d'analyse de tarification et de suivi de risque, voire nos outils qui automatisent les calculs de réassurance et automatisent la comptabilité, peuvent s'appuyer sur un truc unique et tout run de manière automatisé, sauf la partie analyse qui est humaine. Par contre, à chaque fois qu'on ouvre une verticale, si on n'a pas la compétence en interne avec les gens qui étaient déjà là, on recrute des experts. Mais par contre, on s'assure que les experts donc verticalisés qu'on a recrutés forment au fur et à mesure les autres membres d'équipe qui étaient déjà là, pour que ce soit pas très siloté. Forcément, ils vont garder leur expertise, mais les autres doivent pouvoir
venir en renfort. Notre équipe commerciale est product agnostique. Par contre, derrière dans les équipes support, les gens sont experts et verticalisés. Donc si un courtier arrive et dit moi j'ai besoin d'un produit d'assurance santé ou j'ai besoin d'un parcours de souscription pour la santé individuelle ou un parcours de souscription pour la santé animale ou un parcours de souscription pour la MRH ou autre chose, on va avoir les personnes spécialisées chez Sena qui vont arriver et qui vont dire ok, moi je sais faire. Justement, ça me fait penser au dilemme du make or buy qu'on rencontre très souvent chez les acteurs en place. C'est un phénomène auquel tu es effectivement confronté ou pas du tout? Et si tu y es effectivement confronté, comment tu parviens à l'adresser en mettant en avant les forces de Sena, justement? Il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est la crédibilité, la confiance. Et le deuxième, c'est la stratégie commerciale. En assurance, tous les acteurs créent des business long terme. Quand tu choisis un provider de techno ou quand tu choisis un provider de capacité de portage de risque, en fait, tu fais pas un coup à 1 an. Ça fonctionne pas comme ça. Et tu as besoin de continuité. Ce qui rend impossible la collaboration entre des acteurs établis et des startups, c'est si il y a un doute sur la pérennité de la boîte et la crédibilité de la boîte. Et après, la deuxième partie de la réponse à ta question, Florian, c'est notre stratégie commerciale. On attrape initialement les business satellites de ces grands acteurs. Donc, on va pas sur leur core énorme business qui a un switching cost qui est très élevé. On va plutôt sur les business units qui sont plus autonomes. On rentre, on fait nos preuves, on voit que c'est hyper crédible. T'es quand même obligé de signer un contrat cadre avec la maison mère parce que ça passe par ça, l'IT passe par ça, les relations porteurs passent par ça. L'assurance n'a pas encore shifté vers l'attitude de buy technology. Mais là où on peut excuser un petit peu l'assurance, c'est que l'assurance, c'est aussi un business de stock. Et en fait, quand tu dois migrer un business où tu as des millions de polices, où tu as des activités au quotidien sur ces polices et tu dois les emmener vers un autre écosystème, c'est vraiment une grosse galère. Par contre, je vois beaucoup de nos clients qui ont la bonne stratégie, qui est tout le newbies. Je suis en train de le shifter dans des nouveaux systèmes. Mon run-off sur mon stock, je suis en train de le faire dans les anciens systèmes. J'accepte que ça me prend 2 ans, 3 ans. Je me tire pas trop les cheveux avec des notions d'interopérabilité parce que c'est juste impossible d'un point de vue réellement concret et opérationnel. Et je fais les bons choix pour le futur de mes business. De la même manière, je pense qu'il y a une assez bonne compréhension aujourd'hui de la notion de POC maintenant en assurance. Même pour les grands groupes. J'ai une idée d'un nouveau marché que je veux cibler. Auparavant, on était sur des plans multi-années, des plans de développement de produits d'assurance et d'écosystèmes technologiques et de gestion multi-années. Et maintenant, je comprends que, OK, en fait, il faut que j'aille un peu plus rapide en time to market. Si ça se trouve, mon idée, elle est pas bonne. Il vaut mieux que je sache assez rapidement et comment je peux utiliser soit en partenariat des startups ou autre chose pour arriver à le faire, ou comment je peux lancer un POC en achetant les bonnes technos. Mon troisième point là-dessus, la courbe d'adoption des innovations, elle existe pas pour rien et donc il faut aussi arriver à identifier les personnes qui font partie de la late majority ou des late adopters. En qualification commerciale, il faut arriver à dire ok, bon, eux, la seule manière de les convaincre, c'est qu'ils voient 4 autres acteurs sur le marché qui sont en train d'utiliser notre solution et qui sont hyper contents et ils finiront par venir. Donc je vais les nurture, mais je prévois de les signer en 2026 et 2027 et j'essaie pas de les signer en 2024. Malheureusement, en assurance, tes prospects peuvent avoir le temps parce que t'es pas sur un business où tu disparais en 1 an ou 2 ans. Quand tu essaies de vendre à des assureurs ou même à des courtiers, c'est des business qui perdurent. Il faut savoir aussi identifier les opportunités qui ne sont pas les bonnes et d'accepter qu'ils signeront avec Sena, mais ils signeront demain. Et d'ailleurs, en préparant l'interview, j'ai pas mal consulté vos communications, évidemment, que ce soit dans la presse spécialisée ou sur les réseaux. Et une chose m'a frappé, vous utilisez beaucoup le terme de client, là où tant de startups mettent plutôt en avant la notion de partenariat. Je comprends donc que vous avez une approche très orientée client, justement. Tu peux nous en dire plus sur ce choix sémantique qui révèle, j'imagine, une perception particulière des enjeux dans le marché de l'assurance? Effectivement, chez Sena, on a un choix fort. On n'appelle pas les courtiers nos partenaires, on les appelle nos clients. Dans cette industrie, c'est des partenariats. Donc pourquoi on fait ça? C'est que on considère qu'on doit créer Sena doit créer tellement de valeur ajoutée pour les courtiers pour juste avoir le droit de les avoir en tant que clients et pour les garder. Le mot partenariat, il est un peu sympa parce que c'est de la co-construction, on est d'égal à égal, etc. Mais en fait, je pense qu'il est mauvais. Il est mauvais à voir parce que c'est pas vrai. Les courtiers peuvent aller ailleurs. Ils peuvent aller voir leurs fournisseurs qui leur créent plus de valeur, quoi. Et les assureurs ont besoin des courtiers pour avoir les clients. On doit être un fournisseur et rien qu'en disant le mot client, ça switch l'état d'esprit. Et donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de Sena. Au quotidien, on se pose la question de comment on peut
être plus efficace, être plus rapide, créer des nouveaux outils, investir pour que les courtiers aient la banane quand ils sont en train de travailler avec Sena et sur la plateforme Sena. Et on se dit que ça, c'est une bonne stratégie long terme. Parce que si on est tout le temps parano d'être viré par nos clients, les courtiers, a priori, on va continuer de toujours créer les meilleures offres pour eux. On continuera toujours pour créer les meilleurs logiciels pour qu'ils aient envie de travailler juste avec Sena et a priori, ça générera pas mal de croissance pour Sena. En fait, on a quand même une sensation que, à cause des contraintes techniques de l'assurance, trop de personnes ont oublié l'importance du service. Et je pense que la différenciation future de l'assurance ne va pas passer par l'innovation produit d'assurance parce qu'au bout d'un moment, c'est commoditisé, tu peux pas inventer des nouvelles choses, mais par la qualité du service que tu fais pour tes clients. Et pour info, c'est pour ça que aussi Sena investit dans l'outillage comme Sena Sell et Sena Policy Management, etc. Parce que, en fait, le produit d'assurance, il peut que t'emmener jusqu'à un certain niveau, mais ce qui va faire ta différenciation, c'est la qualité du service et l'expérience client que tu apportes. Alors, si tout le monde a le même produit auto, qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'expérience client et le service, pas les garanties. Les marges dans les marchés de masse sont hyper fines, donc il y a quasiment plus rien à faire. Et donc, ta différenciation, elle passe par le service. Perspective super intéressante. Merci beaucoup, Steven, pour ton éclairage sur la manière dont le SaaS, le logiciel, accompagne la transformation des opérations de courtage. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à vous abonner à ce podcast, car dans le prochain épisode, nous allons poursuivre l'échange avec Steven pour mieux appréhender la valeur ajoutée de Sena et surtout les bénéfices réels pour ses clients. Merci encore, Steven. Merci, Florian, pour ton invitation. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.